Bonjour à toutes et tous. Je suis Étienne Thomassin, président de la commission flexibilité chez France Renouvelable. Et on va donc démarrer cette deuxième table ronde de l'après-midi sur le sujet des flexibilités qui s'appelle « Participation des ENR à la flexibilité du système électrique, à quoi se préparer ?» Donc on va être ensemble jusqu'à 16 h et pour en parler, j'invite les intervenants à me rejoindre sur scène. Il s'agit de Jean-Paul Roubin, adjoint à la directrice générale du pôle client, conception, opération des systèmes, membre du COMEX de RTE. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Hervé Lextrait, directeur du pôle transition énergétique chez Enedis. Jean-François Petit, vice-président en charge du développement de Boralex Europe. Gilles Bouillet, directeur de la structuration, directeur général délégué chez Alpic. Et enfin, Thomas Goulet, en charge des sujets de régulation du marché et d'équilibre réseau à la Commission de régulation de l'énergie. Vous pouvez les applaudir. Bonjour à tous les cinq, merci de votre présence. Donc dans le titre de cette table ronde, il y a le mot « flexibilité du système ». Et le mot « système » est très important, puisque à leur début, les énergies renouvelables ont fonctionné en silo. Un producteur pouvait se permettre de se contenter d'obtenir un permis et d'injecter ses mégawattheures sur le réseau. Au fur et à mesure de leur développement, un besoin d'intégration s'est fait sentir. Un premier pas a été mené sur la dimension économique. Les énergies renouvelables vendent aujourd'hui une partie de leur électricité sur les marchés à travers les compléments de rémunération. Et elles vont continuer à se développer. Elles représentent aujourd'hui 15% du mix électrique, éolien et solaire, 30% si on compte l'hydraulique. Et elle pourrait atteindre 50% d'ici 2050. Donc se pose la question de faire un pas supplémentaire dans l'intégration au système électrique, et notamment cette fois sur la dimension physique, c'est-à-dire participer directement à la stabilité et à la flexibilité du réseau électrique. Voilà, donc pour en parler, je vais me tourner d'abord vers vous, Jean-Paul Roubin, en tant que représentant de RTE. Et RTE est l'architecte de ces mécanismes que j'évoquais, de stabilité du réseau. Donc avec une question assez simple, est-ce que les ENR sont pilotables? Dans quelle mesure est-ce qu'elles participent aujourd'hui à la flexibilité du système? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis des acteurs qui sont dans la salle aujourd'hui? Merci Étienne. Bonjour à toutes et à tous. Étienne a cité quelques chiffres. Moi, je veux en citer un qui est très frais, qui date de mardi de cette semaine. À 14 h, la production éolienne en France, ENR terrestre et en mer, plus solaire, c'était plus de 23 gigawatts. Et c'était 36% de la production totale d'électricité en France. Quand on pèse ce poids-là, eh bien, on n'est plus un acteur invisible de la gestion d'un système électrique ou qui doit demeurer invisible en matière de gestion d'un système électrique et en matière de sa gestion physique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à vos questions, je considère ou RTE considère que les éoliennes sont pilotables, par exemple? Oui. Ou que les ENR sont pilotables? Oui, mais pour une partie d'entre elles, pas toutes. Est-ce que donc cette pilotabilité, si je peux employer ce terme-là, elle est suffisante? Clairement, non. Les ENR ne contribuent pas suffisamment encore à la flexibilité qui est nécessaire pour piloter un système électrique, et j'insiste, dans sa gestion dynamique, c'est-à-dire quelque part à chaque seconde, puisque à chaque seconde, il y a des variations, et que vous avez tous les moyens de production historiques qui contribuent à assumer ces variations au niveau de l'équilibre du système. Pour les ENR, c'est encore très très partiel et il y a énormément de choses encore à réaliser. Gérer un système électrique en sécurité, je ne vais pas vous l'apprendre, mais c'est trois grandeurs physiques
Il peut y avoir des phénomènes très particuliers, mais c'est principalement 3 grandeurs physiques à piloter en permanence: la fréquence, le courant et la tension. Piloter un système électrique, ça repose sur plusieurs piliers, et le premier d'entre eux, c'est savoir anticiper. Anticiper ce qui va arriver la veille pour le lendemain, mais arriver dans 2 heures, arriver dans 3 heures, arriver dans 15 minutes. Pour anticiper, il faut avoir des prévisions. Et aujourd'hui, nous manquons de prévisions de la part des productions ENR. Nous faisons nos propres prévisions, mais nos prévisions aujourd'hui, elles seront basées sur le soleil, sur le vent, mais elles ne prennent pas en compte ce qui relève de la responsabilité d'un producteur, les opérations de maintenance, les obligations réglementaires qui s'imposent à vous sur des vols migratoires ou des choses de ce type-là. Donc nous faisons des prévisions, mais ces prévisions sont celles de RTE. Or, il existe aujourd'hui une obligation pour les producteurs ENR qui font plus de 1 MW, c'est d'envoyer un programme, soit à RTE, soit aux distributeurs, s'ils sont raccordés aux distributeurs. Donc, le premier pilier, c'est de savoir, de prévoir, donc de savoir c'est prévoir, et donc de pouvoir être en capacité d'anticiper. Donc, le premier axe pour moi à travailler, c'est celui de la programmation. Ensuite, il y a une question on gère en temps réel un système électrique, et encore une fois, si on l'a bien anticipé, on va gérer en temps réel des petits écarts, des aléas. Et pour gérer ces écarts et ces aléas-là, on a besoin d'un certain nombre de mécanismes qui vont nous permettre de piloter ces écarts-là. Si on arrive en temps réel, en sortie de marché, avec des écarts extrêmement importants issus du marché, les modèles que nous avons et les réserves dont nous disposons en temps réel peuvent être insuffisantes pour résorber ces écarts en temps réel. Donc il y a un rôle fondamental au niveau aussi du marché. Et là, évidemment, vous avez aussi votre rôle à jouer, et les contrats de complément de rémunération qui, en particulier sur les prix négatifs, vous conduisent à vous arrêter, sont extrêmement intéressants pour, dès finalement que les prix négatifs sont connus, anticiper finalement ces arrêts-là, et que nous, on ne les découvre pas et ne les subisse pas en temps réel. Or, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si j'observe l'historique du mois d'août, par exemple, ou même du mois de septembre sur les prix négatifs, eh bien, il n'y a pas une séquence d'arrêt redémarrage de prix négatifs qui se déroule de la même façon. Ça démarre un peu avant les prix négatifs, dans une pente lente, et puis à un moment, arrive un brutal échelon d'arrêt, et qui fait qu'en 10 secondes, on va perdre 3, 4, 5 gigawatts de production ENR. Ce brutal arrêt en échelon, il peut intervenir 3 minutes après le début de la période de prix négatif, 5 minutes, 10 minutes, on a même vu 18 minutes. Nous, on ne sait pas. On découvre ça en temps réel, et ça induit des perturbations très fortes sur le fonctionnement du système électrique, en particulier sur la fréquence. Et puis le troisième, donc ça, on revient aussi sur cette question de visibilité et de prévisibilité, et dans un objectif, encore une fois, qu'à l'issue du marché, eh bien, l'équilibrage prévisionnel soit le plus juste possible. Et puis après, l'autre sujet, c'est la commandabilité, la télécommande, la possibilité d'agir en temps réel pour réaliser un certain nombre d'actions et d'ordres, de façon à pouvoir baisser sa production ENR. Pourquoi pas la réaugmenter? Parce que, je reprends un exemple, les prix négatifs, vous arrêtez 7-8 gigawatts de production ENR sur prix négatif. Dans le même temps, il peut se passer plein d'autres choses. On peut perdre un réacteur nucléaire, 2 réacteurs nucléaires. Eh bien, les 2 réacteurs nucléaires et les 8 gigawatts d'arrêt ENR, eh bien, ce n'est pas compatible. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait pouvoir soit stopper les prix négatifs, la descente, soit disposer d'un mécanisme qui nous permette de remonter des ENR pour venir compenser, par exemple, l'arrêt d'une production ENR. Donc, ce que nous attendons de vous, c'est que vous contribuiez, vu le poids maintenant dans le système électrique, à différents besoins. Donc vous nous donniez de la visibilité. La visibilité sur votre production, c'est le dispositif de programmation. Je le rappelle, la réglementation impose cette visibilité-là, et malheureusement, c'est loin d'être complètement respecté. Ensuite,
L'autre besoin qu'on a, c'est que vous puissiez moduler finalement, moduler pour l'équilibre offre-demande. Donc il y a la question des marchés, il y a la question des contrats sur les prix négatifs, mais il y a aussi la question du temps réel, les mécanismes d'équilibrage qui nous permettent d'agir sur l'équilibre offre-demande lorsqu'il y a un aléa et d'agir sur le réseau lorsqu'il y a un aléa. C'est le mécanisme d'ajustement. Aujourd'hui, sur le mécanisme d'ajustement, à date, on a un peu moins de 500 mégawatts d'acteurs, producteurs ou agrégateurs volontaires qui sont venus, qui viennent offrir des offres à la baisse sur ce mécanisme d'ajustement. C'est clairement insuffisant. C'est clairement insuffisant pour pouvoir piloter en sécurité ce système électrique, d'autant plus qu'on rencontre énormément de situations d'excédent de production et que nous rencontrons énormément de situations où notre marge à la baisse n'est pas suffisante. Donc là aussi, il faut travailler ce sujet-là et RTE pousse extrêmement fort pour rendre obligatoire la participation des productions ENR, alors selon un seuil à fixer en puissance. Il ne s'agit pas d'aller demander à un parc de 1 MW de venir déposer une offre, mais en tout cas, rendre obligatoire cette obligation d'offrir des offres à la baisse, voire des offres à la hausse, de façon à ce qu'on puisse piloter en sécurité le système électrique demain. Je reviens sur les prix négatifs. Il y a un travail à mener ensemble pour essayer d'améliorer ces séquences d'arrêt et de redémarrage, de trouver des solutions de lissage, des solutions de programmation. Je sais bien que vous êtes aussi contraints par vos contrats et les pénalités ou les dispositions économiques et financières qui y figurent, mais il va falloir qu'on trouve une solution pour gérer ces dynamiques-là, parce que ce n'est pas possible aujourd'hui de continuer à avoir des arrêts brutaux de 5-6 gigawatts, et demain, ils seront de combien? Ils seront de 8, ils seront de 10. Ça deviendra intenable pour le système électrique. Donc il faudra trouver des solutions. L'autre point important sur lequel vous êtes des acteurs aujourd'hui qui contribuent, c'est la gestion du courant et la gestion de la tension. La gestion du courant, vous le savez, on développe un réseau dans l'objectif d'accélérer autant que possible le raccordement des productions ENR. Ça veut dire qu'on développe un réseau qui n'est pas en capacité tout le temps d'évacuer la totalité ou 100% d'un parc de production, de la puissance installée d'un parc, en supposant qu'il puisse l'atteindre. Ça veut donc dire que par moment, on va rencontrer des situations de congestion, des situations de surcharge sur le réseau, et que ces situations de surcharge sur le réseau, il va falloir les gérer. Donc RTE développe des automates pour essayer de piloter au plus près de la contrainte ces écrêtements de production ENR. L'objectif étant de diminuer ce que nous appelons l'énergie non évacuée, en gros des mégawatts, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, des mégawatts verts perdus. Mais pour que ces automates fonctionnent, eh bien, il faut que vos parcs de production aient la capacité de réagir à un signal et le contrôle commande qui permet de faire ça. Alors c'est obligatoire dans la documentation technique de référence, dans le raccordement depuis les parcs depuis 2020, il me semble. Mais on a vraiment besoin aussi que sur cette interface-là, eh bien, on travaille ensemble parce que, encore une fois, notre objectif, c'est d'accélérer le raccordement. Donc on ne peut pas développer un réseau à la vitesse qui permettrait d'évacuer en permanence la totalité de la production. Donc on trouve des solutions qui passent par de l'écrêtement. Vous êtes évidemment indemnisé pour ces écrêtements-là. Mais si ces écrêtements ne se réalisent pas, eh bien on met en danger la sécurité de fonctionnement du système électrique, puisqu'on crée des situations de surcharge sur le réseau. Donc il faut vraiment aussi travailler ce point-là. Le dernier point, pour ne pas trop m'éterniser, c'est le réglage de la tension. Vous le savez, la tension, c'est un paramètre assez fondamental. Ça l'est pour les producteurs, ça l'est pour les consommateurs, et ça l'est tout simplement pour le fonctionnement d'un système électrique. La tension, elle doit être maintenue, comme la fréquence, comme le courant, dans des plages acceptables. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une envolée de la tension. La tension ne fait qu'augmenter, et ça, c'est lié aux évolutions de la structure du réseau, avec pas mal de liaisons souterraines qui ont un effet négatif sur les tensions,
C'est lié à une consommation alors qui a baissé, mais qui pour l'instant tarde à augmenter. Donc ça, c'est un effet élévateur sur les tensions. Et c'est lié aussi au raccordement de vos productions sur le réseau HTA qui viennent décharger le réseau de transport et de ce fait-là conduisent à une élévation du plan de tension. Tous les parcs de production qui sont raccordés au réseau public de transport, que ce soit de l'hydraulique, que ce soit du thermique pour ce qu'il en reste, ou que ce soit le nucléaire, ont des obligations de participer à ce réglage de la tension. Réglage primaire de tension, réglage secondaire de tension. Le réglage secondaire de tension étant demandé aux moyens de production qui sont raccordés en 225 000 et 400 000 volts. Pour tous ceux qui sont raccordés en 63 000, l'obligation ne porte que sur le réglage primaire de tension. Or, aujourd'hui, on est loin du compte en matière de participation au réglage de la tension des parcs. Alors, nous menons des actions coup de poing actuellement avec les parcs qui sont raccordés au réseau de transport pour régler cette situation-là. Mais là aussi, on a besoin finalement que ce qu'on a écrit dans des réglementations, ce qui a été dit, ce qui existe dans des codes, dans des textes européens ou des textes français, eh bien on arrive à le mettre en application. Si ça existe, c'est qu'il y a un besoin. Je comprends que ce besoin fasse porter des contraintes chez vous, mais si ce besoin n'est pas là, les contraintes viendront sur le fonctionnement du système électrique et les conséquences d'un grave dysfonctionnement pourraient être extrêmement importantes d'un point de vue sécurité de l'alimentation et des impacts économiques à un incident de très très grande ampleur. Donc, vous avez un rôle fondamental à jouer dans la flexibilité du système électrique demain. C'est indéniable. On ne pourra pas faire sans vous. Il faut qu'on trouve les solutions qui permettent de gérer cette flexibilité, que ce soit pour équilibrer le système électrique, c'est-à-dire la fréquence, que ce soit pour régler les transits, le courant qui est transporté sur le réseau, ou que ce soit pour régler la tension. Et RTE pousse un certain nombre d'évolutions pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Mais on aura besoin, avec la Creux aussi, de travailler avec vous pour regarder quelles sont les modalités qu'on peut mettre en place. On en discutait un petit peu entre nous tout à l'heure. Moi, là, je vous parle de la physique du système électrique. La physique du système électrique, ça se gère à chaque seconde. C'est à chaque seconde que le danger peut apparaître. Quand on est sur les logiques de marché économique, on est sur des logiques différentes. Si je prends le marché de l'électricité et de l'énergie, on est sur des blocs de durée de 30 minutes, ou demain des blocs de durée de 15 minutes. Donc en 30 minutes, un acteur, sur 30 minutes, peut parfaitement être équilibré si on regarde la production qu'il y a dans son périmètre et la consommation qu'il y a dans son périmètre. En énergie, il peut être parfaitement équilibré. Mais qu'est-ce qui se passe en puissance à l'intérieur de ces 30 minutes? Il peut être pendant 10 minutes au-dessus, il peut être pendant 10 minutes en dessous, mais à la fin, il sera équilibré sur la vision du bloc. Sauf que les 10 minutes au-dessus et les 10 minutes en dessous, eh ben, elles doivent absolument être traitées en temps réel par les équipes de RTE, parce que c'est sur ces 10 minutes-là que peuvent se produire un événement, un incident, qui conduirait à une panne importante sur le réseau français ou le réseau européen. Donc, il y a aussi cette question-là, finalement, entre ces modèles de marché, ces produits de marché et la physique du réseau, qu'il faut qu'on arrive à réconcilier, à travailler, à regarder comment on fait évoluer les choses. Mais dans tous les cas, on a besoin de votre capacité de production, votre capacité de réglage pour équilibrer le système électrique dès aujourd'hui et encore plus demain, compte tenu de la croissance attendue et celle que vous appelez de tous vos voeux. Donc il faudra bien qu'on développe ces solutions-là, c'est absolument indispensable. Merci beaucoup Jean-Paul. Donc, si j'essaie de résumer quelques idées que je retiens, les énergies renouvelables sont pilotables, mais il faudrait qu'elles soient beaucoup plus pilotées dans la pratique. Elles sont probablement prévisibles aussi, mais il faut qu'elles soient beaucoup plus programmées, parce que ce manque de visibilité pour RTE crée des difficultés, en particulier qui se matérialisent pendant les heures à prix négatif. Et puis dernier point aussi, la participation à la tension qui est aussi un vrai enjeu. Moi j'ai un credo, c'est anticiper tout ce qui est prévisible. C'est vraiment ce credo-là. Et
Et moi, je lutte contre le discours les énergies renouvelables sont intermittentes, on ne sait pas faire. Si, on sait faire des prévisions. L'intermittence, c'est autre chose. Il y a du vent, il n'y a pas de soleil, ou il y a du soleil. Le niveau de la production n'est pas le même. Mais en revanche, on sait quand même prévoir quand il y a du vent aujourd'hui, quand il y a du soleil aujourd'hui, et on sait tracer des courbes de prévision de puissance. Donc on sait gérer cette intermittence-là. La vraie question, c'est de disposer de ces informations. Et ça, c'est fondamental pour la gestion du système électrique. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, Hervé L'Extrait, puisque donc on a eu le point de vue d'RTE, le gestionnaire du réseau de transport, mais l'écrasante majorité des énergies renouvelables sont raccordées sur le réseau de distribution. Donc, est-ce que vous avez la même lecture côté Enedis ? Oui, merci. Donc, déjà, effectivement, l'écrasante majorité se raccorde sur le réseau public de distribution. À peu près 80% en puissance, et puis on doit être autour de 90-95% sur le nombre d'installations. Peut-être, on est dans un colloque éolien, mais je signale, parce que c'est un événement quand même marquant cette année, c'est que pour la première fois, on a plus de capacité installée solaire sur le réseau public de distribution que de capacité installée éolienne. Donc voilà, c'est un fait quand même marquant et je pense que ça aura aussi quelques conséquences sur les questions de l'équilibrage du système avec des variations infrajournalières plus importantes liées au solaire que pour l'éolien. Donc c'est important dans cette vision systémique que France Renouvelable a voulu ajouter dans ses missions. C'est important de l'avoir en tête. Par rapport à tout ce que vient de dire Jean-Paul, moi je me sens totalement solidaire. Enfin, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette qui peut nous séparer. L'entreprise Enedis, de la même manière, se sent complètement solidaire. Et bien au-delà, je pense que voilà, le collectif des producteurs renouvelables que vous représentez l'est également aussi. Enfin, on est lié par une communauté d'intérêts, c'est la sûreté du système électrique. Personne ici n'a intérêt à un blackout, absolument personne. Et si il y a une responsabilité qui est claire, qui incombe à RTE, celle de la sûreté du système, on voit bien que dans la définition du système, si on regarde le sens physique du système, on est tous intégrés dans ce système. Réseau public de transport, réseau public de distribution, l'ensemble des installations de production. Il y en a 1 million qui aujourd'hui injectent sur le réseau public. Mais au-delà, même les consommateurs aussi font partie intégrante de ce système. Donc on est tous liés et on doit tous contribuer à notre mesure à ce que RTE puisse exercer ses missions dans les meilleures conditions et de la façon la plus efficace possible. Voilà, donc nous déjà pour Enedis ça signifie ça signifie être en soutien, se coordonner davantage avec le réseau de transport, on se coordonne plus qu'hier, mais bien moins que demain, comme dirait l'adage. Mais en tout cas, comme le système électrique il est unique, c'est évident, et on s'en rend compte tous les jours, et les événements qu'on a connus ces 3 dernières années avec les crises sur la sécurité d'approvisionnement le montrent, qu'on est tous liés là-dessus. Quand on a eu une crise sur la sécurité d'approvisionnement, eh bien, on s'est tous préoccupés de savoir si les installations éoliennes allaient tenir si jamais il y avait un ordre de sauvegarde UN-5%, donc si on avait baissé la tension, ben, on s'est tous mis autour de la table pour vérifier, faire des contrôles, et on a participé aussi à cet exercice. Bon, et ça s'est bien passé et on en est tous contents. Donc cette coordination, c'est de la planification, c'est planifier nos travaux ensemble pour renforcer le réseau. Si on investit à un endroit donné, il faut qu'on le fasse au même moment et au même endroit, que ce soit RTE ou Enedis. Mais c'est aussi faire de la gestion prévisionnelle, placer nos travaux ensemble, en concordance aussi avec les arrêts des parcs de production éoliens. Donc tout ça, c'est un exercice qui nous lie et qui nous permet d'être plus efficaces. Donc jusqu'au temps réel, comme l'a expliqué Jean-Paul, on a un rôle, et nous aussi, dans tout ce qu'on relaye comme ordre d'écrêtement au travers de nos infrastructures, eh bien, on est vraiment partie prenante de cet exercice, que ce soit pour assurer l'équilibre offre-demande ou parfois aussi pour résorber des congestions locales. On a parlé des congestions en transit, mais aussi en tension. Voilà. Donc notre particularité à Enedis, c'est que on a une expérience
de la distribution de l'électricité qui s'adresse au plus grand nombre, à la différence de RTE qui a toujours un nombre, je ne vais pas dire limité, mais en tout cas réduit de points de connexion. Nous, on en a des millions. On a 36-37 millions de points de connexion, de consommation ou de production. Et donc, ça nécessite d'avoir une approche qui est très standardisée, avec souvent des solutions plus simples que celles qui sont déployées par RTE. Donc voilà, tout n'est pas transposable à l'identique, mais voilà, nous on est là pour apporter aussi notre expérience de la standardisation. L'exemple sur la gestion des tensions hautes, qui sont un vrai sujet de préoccupation du RTE, mais aussi maintenant de nous-mêmes, c'est d'avoir bien utilisé des leviers qui existaient déjà mais qu'on n'exploitait pas. Par exemple, donc dans la salle, vous avez certainement entendu parler des fameuses consignes de tangente phi. Donc on avait ce levier-là sous la main, on ne l'utilisait pas, ou vraiment de façon très exceptionnelle. Mais avec RTE, voilà, depuis 2020, on s'est dit, déjà utilisons-le, faisons marcher ce qui fonctionne. Et je pense qu'on fait un constat commun que ces solutions, à moindre coût, sont efficaces et permettent de réduire l'élévation des tensions hautes sur le réseau. Voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que au-delà de l'aide qu'apportent les producteurs et qui va devoir encore s'accentuer dans les mois et dans les années à venir, on a une approche avec RTE qui est une approche globale et également avec la CRE pour anticiper l'avenir, notamment par exemple avec le placement des heures pleines, heures creuses. Donc là, c'est le levier consommation qui peut aussi et qui doit aussi contribuer à réduire ces périodes de prix négatifs. Et donc là, on s'est engagé, on prendra toute notre part là-dedans parce qu'on a un rôle essentiel sur le placement des heures pleines, heures creuses, eh bien, à regarder comment on peut réoptimiser le placement des heures creuses, notamment pendant les périodes estivales, pour inciter les consommateurs à plus consommer, à mieux consommer pendant les périodes où il y a beaucoup d'énergie renouvelable dans le système, en France, mais au-delà dans les pays de l'Union européenne. Et donc ça doit aussi contribuer à limiter ces périodes de prix négatifs. Donc là aussi, ne négligeons pas ce levier pour l'avenir. Merci. Un point, je disais en introduction, les énergies renouvelables se sont développées historiquement à leur début avec une logique de silo. Et ce qui me séduit beaucoup dans votre intervention, c'est de rappeler qu'il faut réfléchir aujourd'hui système. C'est le sens qu'on a voulu donner à cette table ronde. On arrête d'opposer les énergies les unes aux autres et on réfléchit de manière globale. Pour poursuivre la table ronde, je me tourne vers vous, Jean-François. On a eu les points de vue des deux opérateurs de réseau et on voit qu'il y a beaucoup d'attentes. Boralex est un producteur majeur avec plus d'1 giga de capacité installée en France. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi toutes ces attentes pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore pu répondre à toutes ces attentes quels sont éventuellement les freins pour mettre en place les solutions attendues par les gestionnaires de réseau? Merci de me proposer d'essayer de répondre à cette question. Et la réponse pourrait être oui partiellement, oui parfois. Mais pour développer un petit peu plus, donc Boralex, effectivement, nous on a pour mission de fournir l'énergie renouvelable en grande quantité et à des prix abordables pour tous. C'est un préalable et ce n'est pas juste une petite phrase sur une plaquette, c'est important parce que ça va dimensionner un peu le profil de la société et la manière dont on va exploiter nos parcs et la manière dont on va s'intégrer dans le système électrique. Donc pour servir cette mission, du coup, on est un pure player, on fait de l'éolien, du solaire, un petit peu d'hydraulique en Amérique du Nord et du stockage. Du stockage de manière naissante, peut-être on en reparlera après. Ça peut avoir un intérêt, mais il ne faut pas non plus donner au stockage toutes les vertus. Il en a, mais ce n'est pas la solution unique. Donc on a un acteur international. Grâce à ça, on a un volume quand même de 3 gigawatts en tout de parcs éoliens solaires installés et en opération sous notre contrôle, dont en France 1 giga 3, c'est plus que 1, sur 80 sites en tout en France. Et de ce fait-là, ça nous impose, et on y prend plaisir, à être présent sur l'ensemble du territoire. On a 16 agences.
Et donc, oui, on a un acteur du système électrique. Et comme ça a été dit, la stabilité du système électrique, c'est la responsabilité de l'ensemble des acteurs. Donc, ce n'est pas uniquement la responsabilité de RTE ni de Enedis. Ce n'est pas uniquement la responsabilité des producteurs d'ENR. On est tous connectés sur le même réseau et on a tous un rôle à jouer. Donc, je pense que la filière, et Boralex est prêt à jouer son rôle. Et je donnerai quelques exemples de la manière dont on répond à ces attentes. Je pense qu'il y a des éléments physiques, et c'est bien, j'aime bien séparer la notion physique de la notion économique. Ça se rejoint toujours à la fin. Mais les solutions physiques, je pense qu'on sait y répondre assez facilement. Les notions de marché, des fois, elles nous échappent. Et je voudrais juste dire, peut-être sur une question tout à l'heure pour la Creux, mais il ne faut pas mettre en place des mécanismes économiques qui ont des conséquences négatives sur les aspects physiques. Donc je vais m'expliquer là-dessus un petit peu. Je prendrai comme exemple les événements des prix négatifs qui ont été un petit peu abordés. Donc de fait, les événements prix négatifs, si on revient à ce qui les génère, tout le monde est d'accord pour dire ce n'est pas que les ENR qui génèrent ces événements, c'est global. C'est un déséquilibre du système, un déséquilibre, l'équilibre off-demande qui n'est pas satisfaite, et tout le monde en est responsable. Alors, clairement, ces phénomènes sont renforcés par une baisse de la consommation, une baisse de la demande. Quelque part, c'est vertueux, mais c'est quelque chose qui va changer puisqu'on passe vers une électrification des usages. Donc ce phénomène peut-être va évoluer dans le temps. Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 350 heures de prix négatif en 2024. On sera peut-être à 450 heures à la fin de l'année. Je sais pas. Moi, j'ai envie de prédire que dans les années à venir, ça va se réduire, notamment parce que la demande, si on va bien vers une électrification des usages, va réaugmenter. Mais ce n'est pas le seul phénomène. Un autre phénomène, c'est l'augmentation, l'émergence des ENR. Donc oui, on a notre part de responsabilité. Alors, est-ce que c'est quelque chose de conjoncturel, spécifique à la France? Non, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout en Europe. Bon, excusez-moi. On est déjà dedans. On y retourne. Donc oui, je disais, les prix négatifs, ce n'est pas une spécificité franco-française. On a les mêmes phénomènes en Hollande, en UK, en Belgique, mais aussi Alors choisissez vos... En salle atelier de 16h30 à 17h30. Conférence sur la planification du réseau, un nouveau cadre pour mieux anticiper. À venir, en salle plénière, une conférence sur le offshore, comment accélérer et réussir le passage à l'échelle. 18 gigawatts en 2035, 30 gigawatts en 2050. À venir, en salle atelier de 17h30 à 18h30, une conférence sur la souveraineté agricole et la souveraineté énergétique. Au-delà des oppositions, comment répondre à ce défi? À venir en salle plénière de 18h à 18h10, une conférence intitulée Revivez les Jeux, témoignages, Jeux Olympiques de Paris, des Jeux en 100% ENR. À venir en salle plénière de 18h10 à 18h30, une remise des prix, stand éco-conçu. Voilà, je pense qu'on est bon. On a tout le programme là, je crois, c'est bon. C'était la page de pub. Donc oui, je disais, les événements négatifs, c'est donc en Europe, mais pas seulement, c'est aussi en Amérique du Nord, où la part du renouvelable est plus faible. Donc voilà, il ne faut pas attribuer la seule responsabilité au renouvelable. Pour autant, je disais, on a notre part de responsabilité. Donc comment est-ce qu'on peut agir là-dessus? Donc déjà, quel est l'impact pour nous, opérateurs? Il y en a un impact économique évident puisqu'on va arrêter nos parcs pendant ces périodes. Donc même s'il y a des mécanismes de compensation, ces mécanismes de compensation, ils ne couvrent pas l'ensemble de nos pertes. D'une part parce qu'ils ne s'appliquent pas à l'ensemble des tarifs des mécanismes de rémunération que l'on a en face de nous. Certains vont être compensés, d'autres ne vont pas l'être. Pour certains de nos mécanismes de rémunération, on est en corporate PPA avec des industriels qui, eux, d'évidence, ne vont pas nous compenser pendant qu'on ne va pas produire. Donc ça, c'est aussi à considérer. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des opérateurs, mais chez Boralex, on a presque 50% de notre production qui est vendue sur le marché ou à des opérateurs, à des clients privés, pardon.
des conséquences et des impacts aussi en termes de gestion de ressources, puisque arrêter et remettre en service 80 sites, c'est peut-être peu par rapport aux dizaines de milliers de points de raccordement d'Enedis, mais on n'est pas non plus, on est moins nombreux que vous, on n'est que 300 en France. Donc il y a ces problèmes de logistique. Donc auparavant, avant les événements, quand on devait arrêter nos parcs, nos 80 sites, c'était environ 35, 40, 45 minutes d'opération. Même chose pour la remise en service. Donc le temps de cet arrêt des machines ou de remise en service des machines, c'est une moindre production, c'est une perte d'exploitation. Sachant que face aux événements prix négatifs, il ne faut pas produire un seul kilowattheure pendant les périodes d'événements prix négatifs si vous voulez avoir la possibilité d'être indemnisé. Donc là, on retrouve une connexion entre des règles économiques qui vont avoir un impact sur le physique. Et sur le physique, pour régler notre problématique, on a mis en place des automatismes, on a travaillé sur depuis notre salle de contrôle, et maintenant on est capable d'arrêter l'ensemble de nos parcs en quelques minutes. En quelques minutes, en quelques clics, on va arrêter la production de 1,3 gigawatts, à peu près, alors annuellement c'est 3 TWh. Donc ça a un impact finalement que je ressens être négatif pour Enedis, pour RTE par voie de conséquence, pour satisfaire des règles réglementaires et des règles économiques. Donc c'est aussi des questions qu'il faut qu'on se pose. On ne se parle peut-être pas assez dans la filière. Je sais que dans le cadre de la commission flexibilité que Étienne préside, c'est des sujets qui sont évoqués. Mais je pense qu'il va falloir qu'on apporte des solutions là-dessus. Et ça a été un tout petit peu abordé. La flexibilité, ce n'est pas que de l'effacement pendant les épisodes prix négatifs. Je pense qu'on pourrait proposer aussi une production plus fluide, plus établie en faisant de l'hybridation de parcs éoliens et de parcs solaires. Et je voudrais soulever un petit point aussi. Nous, on a fait des études en interne chez Boralex où sur un même point de raccordement, on pourrait augmenter de 25 à 40% la puissance raccordée si on combinait des parcs éoliens et des parcs solaires, ce qui nous permettrait d'avoir un profil de production plus adapté peut-être aux besoins du réseau et des demandeurs. Pour autant, aujourd'hui, on ne peut pas le faire puisque quand on se raccorde sur un poste, sur un point de raccordement, c'est la somme des puissances installées qui est considérée, mais pas la puissance injectée. Alors que dans d'autres pays européens, et on a pris l'exemple de l'Espagne, on a trouvé un site où ils ont ajouté 100% de puissance à côté d'un parc éolien, ils ont rajouté 100% de puissance en solaire sans changer le raccordement. Donc c'est techniquement possible, et là il y a une problématique réglementaire. Donc on est prêt à travailler sur tous ces sujets. Je pense que oui, le renouvelable, l'éolien, le solaire est pilotable. Pour autant, il faut lui donner un cadre réglementaire et des mécanismes de rémunération qui équilibrent tout ça, parce qu'il faut que chacun aussi puisse retrouver son équilibre économique, et côté réseau et côté producteur. Merci Jean-François. Donc si je comprends bien, finalement beaucoup de volontarisme de la part des producteurs, mais confrontés à des enjeux de coupler la dimension économique avec la dimension physique, des enjeux opérationnels aussi. Il faut avoir les équipes pour couper les éoliennes ou les centrales photovoltaïques, et puis des enjeux techniques, notamment avec les sujets d'hybridation que vous évoquez. Je me tourne maintenant vers vous, Gilles Bouillet. Donc Alpiq est un producteur, mais aussi un fournisseur et encore un agrégateur. Donc finalement, avec votre casquette d'agrégateur, vous êtes au cœur et à l'interface entre tous les acteurs du système électrique. Selon vous, quel rôle peut jouer l'agrégateur sur ces sujets et où est-ce qu'il faut mettre les priorités? Bonjour à tous. Alors effectivement, Alpiq en France, c'est un agrégateur, mais on est aussi fournisseur, on est producteur en Suisse principalement. Et on a à cœur de relier un peu tous ces intervenants sur le marché. Donc on est un intermédiaire, nous, entre les gestionnaires de réseau, ici représentés, les producteurs, les consommateurs, et en lien bien sûr avec la réglementation. Pour revenir sur le phénomène juste des prix négatifs, il y en a eu effectivement 350 depuis le début de l'année. C'est quasiment autant que sur les 10 années qui précèdent. Mais si on regarde un peu plus près, sur les heures qui avaient des prix positifs sur le marché journalier, le marché spot, on a eu 1000 heures de prix des écarts négatifs. Donc le prix des écarts était lui-même négatif, c'est-à-dire que RTE était prêt à payer pour
soit couper de la production, soit démarrer de la consommation. Donc on a bien conscience, et ça je pense que dans la salle vous commencez à avoir la conscience des phénomènes pré-négatifs, vous commencez à vous arrêter sur ces 300 heures. En fait il y a même 700 heures, un mois qui était inférieur à 2 €, hein, parce que souvent ils sont positifs mais très faiblement positifs. Mais il y a encore un enjeu qui est 3 fois plus grand sur la fenêtre, ce qu'on appelle sur le marché le plus court terme, donc les 24 dernières heures qui vont précéder la production. Donc entre le J-1 midi et la production, il y a 3 fois plus de problèmes encore que les prix négatifs. Donc ça, nous, on a essayé de mettre en place toutes les solutions. Ce n'est pas seulement les producteurs effectivement qui sont concernés, c'est les consommateurs également, et c'est le lien qu'on peut faire avec les prévisions et les gestionnaires de réseau. Nous, on est à l'interface de tous ces acteurs, et donc on développe toute la gamme de services qui vous permettent d'accéder à ces mécanismes-là. Donc par exemple, on parlait de programmation, on a les plateformes pour accueillir tous les producteurs et faire en sorte que chacun puisse programmer sa production et le transmettre au gestionnaire de réseau, de transport ou de distribution. Aujourd'hui, c'est une obligation, comme le rappelait RTE, mais qui ne fait pas l'objet de mesures de punition. Pour l'instant, nous, on recommande vivement de se mettre au niveau là-dessus pour ne pas subir ensuite des mesures qui pourraient être très contraignantes. Donc ça, c'est le rôle pour nous de l'intermédiaire de marché, de savoir offrir ce genre de service. C'est pas évident quand on a un parc dans un coin reculé de pouvoir avoir toute l'infrastructure, software, hardware, informatique et réseau pour pouvoir gérer ces mécanismes-là. Et donc ça, nous, on l'a développé pour nos parcs de production et pour tous nos consommateurs pour lesquels on fait des mécanismes d'effacement depuis maintenant plus de 5-6 ans. Donc ces mécanismes de programmation, et ensuite donc, évidemment participer au prix négatif, donc savoir s'arrêter quand on a des prix extrêmement bas. Aujourd'hui, effectivement, il y a des mesures qui peuvent être incitatives dans certains contrats. C'est pas suffisant, je pense qu'il faut encore retravailler les contrats de complément de rémunération pour que chacun s'y retrouve quand il y a un épisode de prix négatif et retrouve la valeur de sa production, comme le rappelait M. Petit. Au-delà de ça, donc on est, RTE rappelait le besoin aussi d'équilibrer à l'intérieur du J-1. On est un des principaux acteurs effectivement sur le mécanisme d'ajustement, donc qui permet ici en moins de 15 minutes de pouvoir arrêter de la production. C'est les 1000 heures dont je parlais, donc c'est plus d'un mois et demi sur l'année 2024, hein, on n'en est qu'à la fin du mois de septembre. Et donc là, nous, on vous aide aussi à participer à ces mécanismes-là. Donc vous pouvez, comme ça, grâce à nos solutions IT, nos liens avec les gestionnaires de réseau, on peut couper à distance comme ça vos parcs et les redémarrer quand c'est nécessaire en fonction des ordres qui nous sont transmis à RTE. Là, j'invite aussi les gestionnaires de réseau à aller plus loin encore, c'est-à-dire qu'on parle de réserve rapide à la baisse, donc des mécanismes où on pourrait bénéficier d'une rémunération pour garder de la capacité disponible à la baisse. Ça sera mis en place à la fin de l'année prochaine, certainement. Nous, on invite à accélérer tout ce type de mécanisme pour inciter un maximum de producteurs à aller vers ce mécanisme d'ajustement. L'autre mécanisme, encore plus court terme, c'est les services systèmes. C'est ce à quoi sont obligés tous les producteurs de grande taille. Aujourd'hui, on est en train de définir aussi avec RTE les conditions pour participer à ces mécanismes. Ça nous semble aussi pertinent d'accélérer au maximum le développement des règles qui vont permettre aux producteurs renouvelables d'accéder à ces mécanismes, car l'urgence, elle est là. Quand on voit les courbes d'évolution des phénomènes de réseau, effectivement, c'est en train de prendre une dimension totalement qui semble presque hors de contrôle. On s'était peut-être un peu laissé endormir l'année dernière parce que la production nucléaire et hydraulique était faible. Mais quand on voit la dynamique de cette année qui va s'amplifier l'année prochaine, il faut vraiment que tout le monde prenne ce sujet à bras-le-corps, les producteurs, mais également les consommateurs, et aussi qu'un tas de solutions de stockage puissent être développées. Nous, c'est notre volonté d'investir un maximum dans les solutions de stockage en France. C'est ces solutions-là aussi qui permettront à un maximum de productions renouvelables nouvelles d'arriver sur le réseau. Sinon, elles seront bloquées par des problèmes de congestion, des problèmes de surproduction. Donc j'insiste aussi là-dessus, accélérons dans les règles
pour permettre un maximum de producteurs d'aller vers ces mécanismes, avec une valeur qui soit incitative et non toujours punitive dans ces mécanismes-là. Il y a de la valeur parce qu'il y a des contraintes en ce moment, il faut qu'elle soit partagée entre les différents acteurs pour que chacun soit incité à venir, plutôt que d'attendre des mesures punitives. Donc j'invite aussi tous les producteurs à aller de manière proactive vers ces mécanismes-là, plutôt que d'attendre la contrainte, parce que le problème, il est quand même très important aujourd'hui. Et donc l'agrégateur ou le fournisseur, l'intermédiaire de marché, peut être la solution à ça. Donc il y a des entreprises de grande taille qui ont peut-être les capacités pour se développer par eux-mêmes, mais sinon, nous, on est là pour proposer ces services au plus grand nombre. Merci. Donc finalement, ce que je comprends, c'est que déjà on a une multitude de petits acteurs. Allô ? Allô ? Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. On a une multitude de petits acteurs. C'est un marché, les énergies renouvelables, avec beaucoup d'opérateurs qui sont connectés sur le réseau de distribution et qui n'ont pas forcément les infrastructures ou les équipes pour pouvoir assumer une obligation qui est réglementaire de faire des prévisions de la veille pour le lendemain et prédire l'électricité qu'ils vont injecter dans le réseau. Pourtant, il y a un intérêt économique à le faire pour valoriser au mieux l'énergie sur le marché. Et puis donc une obligation qui est physique pour aider le gestionnaire de réseau à piloter au mieux le système. Et donc ce que je retiens de votre intervention, c'est que les agrégateurs peuvent avoir un rôle clé pour accompagner notamment ces petits acteurs à passer le pas et à répondre à leurs obligations. Je voudrais maintenant me tourner vers Thomas Goulet, qui représente donc la commission de régulation de l'énergie. Alors, avec peut-être une question un peu simple et naïve, mais est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler quel est le rôle de la commission de régulation de l'énergie ? Quels sont vos chantiers en cours sur les sujets de la flexibilité ? On parlait d'évolution potentielle de réglementation. Est-ce qu'il faut s'attendre à des évolutions et si oui, lesquelles ? Merci Étienne pour votre question et puis bonjour à tous. Donc nous, notre rôle à la commission de régulation de l'énergie, entre autres, c'est d'approuver toutes les règles de marché qui encadrent les dispositifs qui permettent à RTE d'assurer en temps réel l'équilibre offre-demande. Ces dispositifs, ils sont assez variés. Il y a on les appelle aussi les réserves, donc il y a 3 réserves. Voilà, il y a les réserves primaires et secondaires qui sont des dispositifs très réactifs et automatiques. Et puis il y a la réserve tertiaire qu'on appelle aussi mécanisme d'ajustement, où les producteurs vont répondre à un signal de RTE qui est envoyé manuellement. Et c'est vraiment sur cette réserve-là où les producteurs renouvelables sont attendus dans un premier temps. La participation à ces dispositifs, elle permet d'avoir une rémunération qui peut être capacitaire, donc qui va rémunérer la disponibilité. Donc sans même être activé, les producteurs peuvent recevoir une rémunération, et puis il y a aussi une rémunération en fonction des activations. Donc là, qui va rémunérer l'énergie qui est injectée ou l'énergie qui n'est pas injectée. Nous, en tant que régulateurs de l'énergie, on veille au bon fonctionnement de tous ces marchés de l'équilibrage, donc que ce soit capacitaire ou en énergie. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, et notamment pour les producteurs renouvelables qui sont des nouveaux acteurs sur ces marchés. On fait en sorte que la neutralité technologique soit respectée. Et bien sûr, il faut que tout ça se fasse au bénéfice du consommateur. Nous, ce qu'on voit sur la participation des énergies renouvelables à ces mécanismes-là, c'est que c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde et que c'est vraiment une opportunité pour l'ensemble du système. C'est une opportunité pour les producteurs, pour les agrégateurs, puisque ça va être source de revenus supplémentaires. C'est important, c'est au-delà d'une opportunité pour les gestionnaires de réseau, puisque ça permet d'assurer la sécurité d'exploitation, donc ça permet d'éviter le blackout, ça permet aussi de gérer les congestions en temps réel. Et c'est aussi une opportunité pour le consommateur final, puisque ça va permettre de baisser les coûts de l'équilibrage, et donc in fine le prix de l'électricité.
Donc la première opportunité, elle a été rappelée, hein, c'est la participation des énergies renouvelables au mécanisme d'ajustement. Donc ça signifie sécréter sur un signal de RTE. Ce qu'il faut comprendre sur ce marché-là, c'est que historiquement, RTE va activer des producteurs thermiques. Parce que les producteurs thermiques, en fait, ils sont prêts à payer RTE pour s'arrêter. Ça leur permet d'économiser leur coût de combustible. Donc ça s'est généralement fait comme ça. C'était RTE activer des producteurs thermiques. Maintenant, ça a vraiment fondamentalement changé. On arrive dans une situation où en fait, il n'y a plus de producteurs thermiques sur le réseau qui sont capables de s'activer. Et donc là, RTE va s'adresser à du nucléaire, à de l'hydraulique, et aussi au peu d'énergie renouvelable qui participent encore. Et puis ça peut aussi, RTE va passer par des contrats de secours avec d'autres pays, ou alors par différents mécanismes aussi européens qui lui permettent d'équilibrer le réseau. Un chiffre, donc on a parlé de prix, et les prix aussi, il y a des prix sur l'équilibrage. Avant, les situations où RTE était prêt à payer pour que les producteurs sécrétaient, en 2022, c'était à peu près 2% des cas. En 2023, c'est un peu augmenté, c'est passé à 12% des cas. Maintenant, on est sur un tiers du temps, enfin en 2024, j'ai analysé ça, enfin sur un tiers du temps, RTE va payer des acteurs pour qu'ils s'arrêtent. Donc ça peut être du nucléaire qui n'a pas forcément envie de s'arrêter parce qu'après il y a des coûts de redémarrage, d'autant plus que le nucléaire, il y a un grand délai entre le moment où RTE veut l'arrêter et le moment où il est prêt à s'arrêter. Donc quand on arrête du nucléaire, il y a des incertitudes aussi sur le déséquilibre qui va être arrivé. On n'est pas sûr que vraiment on en ait besoin. Parfois, ça passe aussi par les contrats de soutien dont je parlais tout à l'heure. Ça coûte très cher, des contrats de soutien. Ça peut aller à plusieurs milliers d'euros un mégawattheure pour exporter un mégawattheure. Donc voilà, ça coûte cher. Et actuellement, les énergies renouvelables, les producteurs sur le mécanisme d'ajustement, voilà, les chiffres de RTE, c'est entre 400 et 500 mégawatts actuellement. C'est pas quelque chose qui est suffisant. Et nous, on considère que effectivement, il y a un temps, je pense qu'il y a 2 ans, on aurait pu nous dire on va aller sur les mécanismes d'ajustement de RTE. Ça ne sert pas à grand chose parce que finalement, RTE, ils ne vont pas nous activer en priorité. Là, on considère qu'il y a une probabilité d'activation qui est assez forte. Et donc, ça justifie aussi de valoriser sa flexibilité sur ce mécanisme d'ajustement-là. C'est d'autant plus important que maintenant, on voit sur les épisodes de prix spot négatifs que les énergies renouvelables sont capables de s'arrêter. C'est super, mais donc maintenant, il faut aussi le faire en temps réel, sur besoin de RTE, donc 15 minutes avant le temps réel, 30 minutes avant le temps réel, et RTE s'adapte aux contraintes des acteurs. Donc vous dites à RTE, moi je suis capable de m'activer en tant de minutes, et puis RTE va prendre ça en compte, et ça va permettre de gérer des épisodes de surproduction, et c'est vraiment important pour le réseau, pour le consommateur, etc. Donc ça, c'est pour la partie mécanisme d'ajustement, et donc on vous encourage tous à aller participer pour le réseau. Une autre opportunité qui va s'ouvrir et qui a été évoquée, c'est sur la rémunération de la capacité. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas en place parce que historiquement, les réserves, c'est uniquement de la rémunération pour la capacité à produire plus. Maintenant, on arrive dans un système qui est un peu différent, et donc RTE travaille aussi... on travaille tous ensemble avec les acteurs de la filière à créer ce nouveau produit où on va rémunérer la capacité à s'arrêter de produire. Donc ça, c'est un produit qui devrait arriver d'ici fin 2025 ou 2026. Et donc, pour lancer ce produit, c'est aussi important, nous, côté régulateur, qu'on s'assure qu'il y a assez d'acteurs qui peuvent participer. Et un des acteurs qui est visé, et notamment dans les périodes où il y a une faible consommation et peu de production, c'est important pour nous qu'on voit que les producteurs répondent présents et qu'on peut compter sur eux pour faire des offres et sur ce nouveau marché qui va s'ouvrir. Donc ça représente une opportunité de plus. Et je rajouterais, on a un peu parlé des prix spot négatifs. J'étais interpellé dessus. Nous, c'est quelque chose côté Creux, c'est un sujet qu'on a en tête. Et dont on suit. On analyse un peu en ce moment ce qui se passe et on va publier une note prochainement. Ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, les prix spot négatifs, ça a un impact
sur la fréquence du réseau, puisque les énergies renouvelables sous complément de rémunération sont fortement incitées à s'arrêter, et les énergies hors soutien les énergies renouvelables hors soutien vont être incitées à s'arrêter parce que le prix spot est négatif. Donc ce qu'on voit, c'est déjà sur la taille de la marche, donc la taille de tout le volume d'arrêt, qui peut parfois poser question pour RTE. Nous, on est en train de réfléchir à des solutions où actuellement sur les marchés spot, on est sur une situation où c'est du tout ou rien. Donc c'est-à-dire que le prix est à zéro, tout le monde produit, le prix est négatif, tout le monde s'arrête. Donc nous, on est en train de réfléchir à des propositions, puisque on est source de propositions pour le changement de ces contrats, mais on est en train de réfléchir à des propositions où quand le prix spot est très faiblement négatif, en fait, on n'oblige pas tout le monde à s'arrêter. La prime, elle peut être versée, même s'il n'y a pas d'arrêt. Ça permettrait d'avoir le juste volume d'arrêt dont on a besoin par rapport à la situation de surproduction. Parce qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est que par exemple, on va avoir 6-7 gigawatts de producteurs renouvelables qui s'arrêtent, et en fait, ça va être compensé par des imports. Ça crée beaucoup de variations sur la fréquence, parce qu'on va avoir d'un côté les producteurs renouvelables qui vont s'arrêter tous d'un coup, et puis aux interconnexions, on est plutôt sur une rampe pour l'augmentation. Donc voilà, donc ça c'est une première solution qui est évoquée. Puis il y a aussi la question de la prévisibilité de tous ces parcs qui se coupent. Donc c'est plusieurs gigawatts, donc effectivement c'est conséquent. Et pour RTE, pour la gestion du réseau, il y a vraiment besoin que les producteurs ENR envoient leurs prévisions soit au gestionnaire de réseau de distribution, soit à RTE. Ça, c'est ce qu'on appelle la programmation. Et donc, j'en remets un peu une couche là-dessus, mais effectivement, c'est le code de l'énergie pour tous les producteurs de plus d'1 mégawatt d'envoyer ces prévisions-là. Et c'est vraiment important pour RTE, pour sa capacité à piloter le réseau, et pour pas que RTE soit aveugle quand ils arrivent proches du temps réel, qu'ils puissent se dire c'est bien, notre réseau il est équilibré, pas d'alerte, ou alors il y a des alertes, et dans ce cas-là, j'active tel ou tel producteur, et je les active le plus en amont du temps réel pour que ça soit le moins cher possible. Donc ça, c'est assez important. Et puis après, il y a aussi toute la question de l'effet un peu falaise de ces arrêts-là qui peut être pour la fréquence. Et là-dessus, nous, on est aussi ouvert aux propositions de RTE pour voir ce qui peut être faisable et pour essayer d'éviter cet effet falaise qui peut un peu venir perturber la fréquence du réseau. Et je pense qu'on va collectivement réussir à trouver aussi des solutions, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle problématique qu'on n'a pas forcément pour les autres producteurs thermiques, qui vont avoir des montées en charge et des arrêts qui sont beaucoup plus progressifs et qui sont beaucoup moins impactants pour la fréquence du réseau. Donc voilà, là, il y a des nouvelles problématiques. Donc on est ouvert vraiment à toutes les propositions de la filière et pour être source de propositions sur ces sujets-là. Mais le point positif, c'est que les ENR sont capables aussi de s'arrêter, d'être flexibles, d'être pilotés. Donc il faut que ça se ressente aussi sur les aspects physiques et sur les aspects économiques. Merci. Je note finalement une forme de consensus autour de la table ronde sur la capacité technique des énergies renouvelables à être pilotables. Et vous évoquez le fait qu'il y a des opportunités économiques de valoriser cette capacité qui aujourd'hui sont inexploitées, donc c'est dommage, et donc notamment en participant au mécanisme d'ajustement, et j'ai noté aussi l'annonce sur le mécanisme de capacité. Jean-François, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir sur deux, trois petites choses. Et j'étais content d'entendre que vous indiquiez que pour arrêter les centrales nucléaires, dans le cadre des mécanismes d'ajustement, il y avait un coût derrière. Et donc vous préfériez arrêter les centrales renouvelables. Je vous confirme, pour le renouvelable, il y a aussi un coût derrière. Arrêter les centrales éoliennes ou solaires, oui, il faut s'en occuper. Il faut appuyer sur des mécanismes et des boutons. Donc c'est un coût pour nous aussi. Et du coup, ça me fait rebondir sur le deuxième point, sur le mécanisme d'ajustement. S'il y a aujourd'hui que 500 MW qui participent à ce mécanisme pour ce qui est des centrales renouvelables, il faut peut-être aussi se poser la question de trouver les bons niveaux de rémunération pour que chacun trouve son équilibre. Je pense que
l'exemple que je donnais tout à l'heure, on est capable de piloter notre activité, de réduire. Donc on serait capable de le faire aussi dans le cadre de mécanismes d'ajustement. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé le bon équilibre. Donc je pense qu'il faut qu'on se parle tous ensemble avec France Renouvelable, avec les gestionnaires du réseau, avec des représentants des opérateurs, pour ajuster cet équilibre. C'est la même chose sur les prix négatifs. On disait effectivement, on génère un effet falaise, mais ce qui génère cet effet falaise, ça a été l'introduction de mécanismes de rémunération qui ont été mis en place sans travailler cette concertation. Et donc là, il ne faut pas le reporter à trop loin, parce que les phénomènes, ils sont aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'on tombe sur des événements majeurs. Hein. Vous indiquiez la possibilité, et ce n'est pas une menace, hein, je pense que c'est une réalité. Ça peut arriver, on peut avoir des événements qui seraient catastrophiques pour tout le monde. Donc, moi, je suis prêt à venir parler avec la Creux, avec RTE, Enedis et des autres producteurs. Il faut qu'on fasse ce travail, mais ce n'est pas en 2025, c'est tout de suite. Jean-Paul Robin. Oui, je suis bien d'accord. Juste un point sur le mécanisme d'ajustement. Alors, Gilles en parlerait mieux que moi, mais c'est l'agrégateur ou le producteur qui fixe le prix. Hein. Donc, si vous voulez intégrer des contraintes opérationnelles, etc., je veux dire, c'est vous qui fixez le prix. Nous, derrière, on va faire de la préséance économique ou technico-économique. Hein, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'arrêter des moyens de production pendant 15 minutes, ben je vais regarder ceux qui, dans leur offre, m'autorisent un arrêt en 15 minutes et je vais les interclasser d'un point de vue de leur prix d'offre. D'accord ? Et c'est comme ça que je vais faire l'appel aux moyens. C'est-à-dire que je me projette toujours sur mon besoin, je regarde les acteurs qui sont en capacité de répondre à ce besoin. Donc ça me fait un premier tri. Et puis ensuite, derrière, ben, c'est la valeur économique qui fera que j'appelle tel et tel acteur. Ça me paraît important. Donc effectivement, il faut en discuter, etc. Mais vous avez quand même la main sur les prix. Après, vous pouvez être interrogé par la Creux ou pas. Mais en tout cas, vous avez la main sur les prix de vos offres. L'autre point important aussi, on en a parlé, c'est les services systèmes. Vous en avez parlé aussi sur les services systèmes fréquences. Aujourd'hui, on est face à il y a des obligations réglementaires qui font que certains parcs de production, notamment les gros, hein, comme ça a été dit, ou raccordés sur le réseau de transport, ont des obligations de contribuer au réglage de la fréquence. Réserve primaire, c'est très rapide, en quelques secondes, et réserve secondaire, c'est un peu plus lent. Aujourd'hui, on est face à une situation où il n'y a aucun producteur ENR qui rend ce service-là. Ce n'est pas de votre faute entièrement, hein, attention. Hein. On a besoin de construire une méthode. Parce qu'une production ENR de l'éolien, il y a plein de raisons qui font que votre production peut varier instantanément. Un peu plus de vent, un peu moins de vent, etc. Et nous, ce qu'on vous demande dans ces réglages-là, c'est de varier. Donc, comment on arrive à discriminer ce qui vient de votre propre processus, j'allais dire industriel, qui fait varier votre puissance, et ce qui vient du signal que vous envoie RTE et sur lequel vous allez être rémunéré. Donc on a besoin de mettre en place des outils et des méthodes. Donc moi je fais un petit peu un appel, hein, s'il y a des acteurs, des producteurs qui sont volontaires pour mener des expérimentations là-dessus, welcome, contactez les équipes de RTE et on travaillera avec vous parce qu'on a besoin de construire ça pour construire ce dispositif, le soumettre aussi à la Creux, etc. Mais on a vraiment aussi ce besoin-là. Et ces besoins de réserve très rapides, qui agissent en quelques secondes ou en quelques minutes, ils vont monter dans les années qui viennent. Donc il y a deux options. Soit on dit, à terme, c'est que les batteries qui feront ça. Peut-être une solution. Soit il y a d'autres acteurs, comme c'était le cas aujourd'hui, hein, les producteurs, qui peuvent participer à ces mécanismes-là, qui, encore une fois, sont rémunérés. Ce sont des appels d'offres qui ont lieu tous les jours, la veille pour le lendemain, hein, pour la réserve primaire et la réserve secondaire. Donc là aussi, vous êtes maître de votre destin. Mais là, on a d'abord une solution, un problème technique à résoudre et qu'il faut qu'on résolve ensemble pour arriver à bien discriminer les choses. Écoutez, l'appel est lancé et plus on discute et plus on trouve des opportunités de valeur finalement
qui résident dans l'énergie renouvelable, qui ne sont pas encore exploités, le mécanisme d'ajustement, peut-être demain les services systèmes, du réglage de tension évoqué tout à l'heure avec la tangente phi. Thomas Goulet, vous voulez réagir? Oui, je peux juste réagir sur la question des prix et de la rémunération. Hein. Donc, effectivement, comme vous l'avez indiqué, l'agrégateur, la personne qui s'occupe de l'accès au marché est capable de mettre le prix qui représente ses coûts d'arrêt et il va être rémunéré en fonction de ce prix-là. Donc c'est un marché on appelle ça du pay as bid, c'est une rémunération en fonction du prix d'offre. Donc le prix reflète ces coûts-là. Donc vous l'avez évoqué, hein, c'est des coûts techniques, des coûts, mais ça peut aussi être la perte du complément de rémunération pour l'instant. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être reflété dans les offres sur le mécanisme d'ajustement. Et malgré, c'est sûr que ça va faire des offres qui sont plus chères, donc RTE va activer en dernier, mais actuellement, il y a un véritable besoin. Et RTE, dans plus de je crois que c'est 260 heures, RTE va payer des acteurs au-delà de 100 € par mégawattheure. Donc c'est quand même des prix qui sont... 100 € le mégawattheure écrété. Donc c'est quand même des prix qui sont assez conséquents et qui permettent aussi, même en cas de coûts importants, de s'y retrouver. Et sur la question de la perte du complément de rémunération, une idée aussi qui est aussi à l'étude, déjà pour les prochains contrats, et puis à voir si on peut faire ça de manière rétroactive, c'est de faire en sorte que si un acteur répond aux besoins de RTE, donc qui sécrète en fonction de RTE, l'acteur ne perd pas son complément de rémunération ou son tarif d'obligation d'achat. Donc ça permettrait aux producteurs renouvelables de remonter dans ce qu'on appelle le merit order ou la préséance économique, et donc d'être activés plus souvent, et donc de rembourser aussi les coûts fixes, les coûts d'agrégation, etc., qui sont bien évidemment des coûts quand on souhaite participer au mécanisme d'ajustement de RTE. D'accord. Mécanisme important parce que finalement, avec ce que vous évoquez, il n'y a plus de raison ou plus d'excuses finalement pour ne pas, pour ne pas contribuer à l'effacement, y compris avec des mécanismes de soutien. C'est ça. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, hein, mais voilà, c'est aussi c'est sûr qu'on arrive dans une nouvelle ère où les producteurs ENR vont aussi participer à la flexibilité du système, et donc il faut faire en sorte que ça se fasse bien et que la neutralité technologique elle soit bien respectée, et que ça reflète bien aussi les coûts de la flexibilité du système, qu'elle soit à la hausse ou qu'elle soit à la baisse, parce que maintenant on est aussi dans cette situation-là. Gilles Bouillet. Oui, il y a un autre trou dans la raquette, si je peux me permettre, sur les compléments de rémunération. RTE prenait l'exemple de s'il y a une centrale nucléaire qui est en panne à un moment de prix négatif, le producteur renouvelable peut faire des offres à la hausse, peut redémarrer ses centrales. Et là, pour le coup, il perd totalement ces compléments de prix négatifs. Et donc ça, il faut adapter le mécanisme pour qu'on puisse activer à la hausse aussi ces moyens quand RTE le demande. Oui, ça je suis d'accord. Enfin, on a parlé beaucoup d'arrêts de producteurs. À l'avenir, c'est des arrêts, mais ça peut aussi être des reprises, ou peut-être dans des situations de surproduction, il y a des éoliennes qui sont arrêtées et RTE va vouloir les redémarrer, et c'est bien. Enfin, on est tous pour que RTE redémarre des éoliennes en priorité, ou en tout cas des moyens décarbonés. Oui, quelque part, le pilotage est évident à la baisse, mais il peut aussi être, dans certains cas, à la hausse. Et juste pour illustrer cette problématique de réserve à la baisse et finalement d'absence de ressources ENR sur le mécanisme d'ajustement, vous en avez sans doute entendu parler, hein, au début de l'été, on a mis en place une disposition un peu d'urgence, mais très spécifique, et je dirais la loi nous l'autorisait, hein, le code de l'énergie, hein, c'est-à-dire que dans des situations très sévères de déséquilibre, eh bien, offre ou pas, on va aller demander et obliger des producteurs ENR raccordés au réseau de transport à s'arrêter. On l'a déjà fait, on l'avait fait 3 fois jusqu'à mardi, et mardi on l'a fait 2 fois dans la même journée. Donc ça arrête les parcs offshore, ça arrête
un très gros parc solaire dans le sud-ouest, ça arrête d'autres parcs de production ENR raccordés au réseau de transport. Si ces acteurs-là étaient sur le mécanisme d'ajustement, eh bien on le ferait à travers le mécanisme d'ajustement. Donc quand on n'arrive pas à avoir sur le mécanisme ce qu'il faut, ben on va user de la contrainte. La loi nous l'autorise, donc on n'est pas hors la loi, mais on préférait quand même pouvoir le faire autrement. Oui, mieux vaut anticiper que subir. Il nous reste une grosse vingtaine de minutes. Il y a un sujet qui a été seulement touché du doigt jusqu'à maintenant, c'est le sujet du stockage. Alors, on a aujourd'hui en France environ 1 gigawatt de stockage installé, un potentiel de croissance important. Je crois que l'année dernière, c'était de l'ordre de plus de 20% prévu pour l'année prochaine. Je me tourne vers vous, Jean-François. Je sais que Boralex est aussi un acteur du stockage. Comment est-ce qu'on rentabilise aujourd'hui un projet de stockage? Parce que finalement, le stockage, a priori, répond à tous les besoins qui étaient évoqués, ou en tout cas à une grande partie des besoins évoqués par les gestionnaires de réseau. Comment est-ce qu'on rentabilise un projet de stockage et est-ce que le stockage est la solution? Je n'ai pas la réponse. Non, sérieusement, la réponse est différente selon les pays dans lesquels on se trouve. Et c'est vrai qu'on a mis en service, ou on est en train de mettre en service quelque chose comme 200 MW de stockage en Amérique du Nord, en Europe, en France en particulier. On a quelques sites, des sites de 2-5 MW, pour lesquels on se pose encore la question, quelle va être la courbe d'apprentissage sur l'aspect tarifaire. Parce que si d'un point de vue physique, je pense qu'on est tous d'accord, le stockage a de l'avenir, fait sens physiquement par rapport aux différents services systèmes qu'il peut apporter. On a différentes problématiques qui se posent. Il y a différents mécanismes de rémunération qu'on a parfois du mal à empiler, le fameux stacking des flux de rémunération. Donc il faut quand même qu'on clarifie tout ça. Il faut qu'on clarifie aussi au niveau français sur le moyen et le long terme, comment vont évoluer ces rémunérations, parce qu'investir dans des projets de stockage, c'est quand même très capitalistique. Et quand on fait un business model, on a du mal à se projeter sur l'avenir ou à démontrer à ses actionnaires quelle va être la rentabilité de ces projets de stockage. Donc techniquement, il n'y a pas de difficulté, on sait faire. On en a fait en France, en Grande-Bretagne, ailleurs. Par contre, il y a un problème de visibilité. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble à nouveau sur comment améliorer ces mécanismes, comment on peut empiler ces mécanismes avec des priorités pour des services qui sont plus prioritaires pour servir les difficultés, la stabilité du réseau. Et il nous manque cette étape-là. Donc je pense qu'on n'en est pas loin. Et pour atteindre ces objectifs ambitieux, c'est vrai qu'on voit tous une tendance et on travaille tous, on réfléchit tous à développer des projets de stockage. Ce n'est pas une difficulté en soi techniquement. Pour moi, la difficulté, elle est la démonstration économique de la rentabilité de ces projets. Et ça, c'est franco-français. On n'a pas les mêmes difficultés dans d'autres pays d'Europe. Merci. Jean-Paul Roubin, est-ce que vous voulez réagir ou Non, moi, je suis d'accord, il y a cette question de rentabilité économique. La batterie, c'est un peu, ça peut être un peu un couteau suisse, hein, excusez-moi, c'est-à-dire que ça peut répondre à plein de services. Ça peut faire du réglage service système, fréquence, primaire, secondaire. Ça peut faire du réglage de la tension, parce que c'est une interface électronique de puissance. Ça peut faire de l'équilibrage, c'est-à-dire je stocke des surplus ou j'injecte quand il n'y a pas assez de production. Et ça peut aussi aider à traiter la congestion sur le réseau. C'est-à-dire que je suis une batterie raccordée à côté d'un parc ou dans la même zone qu'un parc ENR ou qu'un parc photovoltaïque. Il y a une congestion, ça peut être plus pertinent que d'aller écréter la production, d'aller demander à la batterie de stocker l'excédent. Oui, ou éviter des investissements potentiellement des investissements très lourds. Potentiellement en réseau, etc. Mais tout ce que je viens de citer, ça ne peut pas être en même temps. Parfois, ces besoins système, ils sont contracycliques, c'est-à-dire que le réglage de la fréquence va demander à la batterie d'injecter, alors que la congestion réseau voudrait que la batterie soutire. Et l'inverse. Donc ça veut dire qu'il faut aussi se poser la question
de la pilotabilité, et ça va être un véritable enjeu de ces batteries-là, de quels signaux on envoie à ces batteries-là. Et quand j'interdis potentiellement une batterie de participer au service système, ben pour cette batterie, c'est une perte de revenus, puisqu'elle ne peut pas aller valoriser sa batterie sur les appels d'offres, etc. Est-ce que, si je lui interdis, est-ce que la rémunération que je vais faire pour le service qui me conduit à l'interdire, elle viendra, ça sera suffisante ou pas, etc. Donc, il y a complètement ces questions-là sur les batteries. Et puis après, pour moi, il y a un sujet sur les batteries aussi, qui est le sujet de la capacité de ces batteries. On a beaucoup de batteries de capacité de stockage de 1 heure, voire de 2 heures. Quand on veut avoir des batteries un petit peu multiservices, il faut savoir rendre ce service-là éventuellement plusieurs fois dans une journée. Et donc, ça va poser la question de la durée de stockage. Et je sais pertinemment qu'une batterie de 4 heures en durée de stockage, ça n'a pas du tout le même coût d'invest qu'une batterie de 1 heure. Et ça ne pose pas les mêmes problèmes de foncier, ça ne pose pas, etc. Mais il va y avoir aussi ces questions-là. De quoi avons-nous besoin en termes de batterie? On peut avoir 100 000 batteries de 1 MW ou 2 MW sur le réseau, mais est-ce que c'est ça qui tiennent 1 heure chacune? Mais est-ce que c'est ça qui est pertinent ou pas? Voilà, il y a encore énormément de travail à faire à ce niveau-là. D'accord, ouais, donc une solution technique potentielle, mais malgré tout, le diable est dans les détails, et notamment sur la durée des batteries. Peut-être Thomas Goulet sur la dimension économique des batteries? Oui. Alors sur la dimension économique des batteries, ce qu'on a vu là pour les premières batteries qui se sont connectées au réseau, c'est qu'avant tout, elles ont fait surtout du réglage primaire. Donc ça, c'est sur la réserve primaire de RTE. Donc c'est des petites batteries c'est généralement des batteries avec un stock 1 heure qui vont suivre en fait la fréquence et donc injecter ou soutirer en fonction des excès de production ou alors du manque de l'excès du manque de production. Donc les batteries elles peuvent rendre ce service parce qu'elles sont très flexibles. Donc on a vu le marché il a été ouvert aux batteries. Et ce qu'on a vu, c'est que maintenant, il y a plus les besoins de RTE, c'est autour de 450 MW. Et maintenant, il y a plus de 600 MW de batteries sur la réserve primaire. Donc, ça a vraiment permis de faire baisser les prix. Mais au début, la réserve primaire, c'était vraiment un premier levier pour la croissance de ces batteries-là. Un deuxième relais de croissance pour les batteries, ça va être la réserve secondaire. La réserve secondaire, elle est un peu plus exigeante en termes de stock. Mais elle est aussi plus rémunératrice. Cette réserve secondaire, elle a été ouverte, le marché de la capacité en réserve secondaire, il a été ouvert le 19 juin 2024, et on a vu que les prix pour la rémunération de ce service-là ont fortement augmenté. Donc, on est passé avant, on était sur un prix régulé, donc le même prix pour tous qui était défini de manière régulée, et maintenant les prix sont définis en fonction du prix marginal, et donc on est passé à un prix qui rémunère autour de... Là, sur les 2 premiers mois, c'était autour de 70 € par mégawatt par heure, donc c'est des prix qui sont assez conséquents et qui devraient aller dans le sens de la rentabilité des batteries. Puis après, il y a aussi d'autres services que la batterie peut rendre, qui peuvent potentiellement être d'autres relais de croissance. On a parlé des prix négatifs. Les prix négatifs, ça veut dire qu'il y a des moments où l'électricité est vraiment peu chère. Donc pour des batteries qui ont aussi du stock, elles peuvent se charger à ce moment-là. Ça permet d'éviter d'écréter des producteurs ENR, donc c'est aussi positif. Et puis les batteries, elles peuvent injecter dans les périodes de pic de consommation, et ça permet aussi de décarboner la production à ces moments-là. Donc, et les batteries, elles se rémunèrent à ce moment-là sur le spread, et potentiellement le spread il est important, et ça pourrait être aussi un autre levier de croissance et une autre source de rémunération pour les batteries. Mais voilà, donc nous, on veille à ce que toutes ces possibilités-là, elles soient bien ouvertes, et que si effectivement les batteries montrent qu'elles sont rentables sur ces mécanismes-là, elles sont les bienvenues, parce qu'effectivement, ce qu'on a vu sur la réserve primaire, c'est que ça permettait de faire baisser les prix, et ça allait dans l'intérêt du système. Donc pourquoi pas voir cette même chose sur les autres mécanismes d'équilibrage. On verra si la batterie les batteries prouvent qu'elles sont vraiment l'acteur clé de l'équilibrage pour la suite. Et juste pour compléter sur la réserve primaire qui vient d'être évoquée,
il y a plus de batteries certifiées pouvant rendre ce service aujourd'hui que de besoin. Donc ça, c'est une chose. Mais la plupart de ces batteries sont sur les réseaux de distribution. Ça veut dire qu'on franchit finalement aisément ces frontières-là. C'est de la réserve primaire, donc c'est de la réserve, on va dire, c'est plutôt l'affaire de RTE. Mais voilà, donc les batteries, il y a un intérêt à en avoir sur le réseau de transport, au très grand transport, mais il y a un intérêt aussi à en avoir sur les réseaux de distribution. Et comme les ENR raccordés sur le réseau de distribution, les batteries peuvent rendre des services au système électrique global. Pour reprendre ce que disait Hervé, on est vraiment dans un système et un seul. Donc les batteries, ça peut être raccordé à la HTA, ça peut être raccordé à la HTB, et ça peut rendre des services équivalents, quel que soit le niveau de tension de raccordement. Oui, donc en rebond sur ce que dit Jean-Paul, effectivement, à Enedis, on se sent très concerné par le sujet des batteries. Donc, comme vient de le dire Jean-Paul, il y en a quand même pas mal qui sont raccordés en HTA. Sur le gigawatt, il y en a à peu près une moitié qui est sur la HTA. Donc, on se sent très concerné. Et on se pose plein de questions, comme l'ensemble des acteurs, du stockage, comme RTE, comme la Creux, sur la manière dont ces batteries vont être utilisées demain. Pourquoi on est obligé de se poser la question? C'est que la localisation de la batterie est aujourd'hui une donnée majeure dans l'équation. On vient de parler de tout ce qui est possible de valoriser avec des batteries et en premier lieu, une batterie se valorise grâce à l'équilibre offre-demande, avec des différentiels de prix. J'ai inclus les marchés de réserve de RTE. Et quand on dit ça, ça marche en tout point du territoire. Mais il ne faut pas oublier que la capacité de réseau n'est pas la même en tout point du territoire et que donc en fonction de l'endroit où on se raccorde, eh bien, il va y avoir potentiellement une perte de valeur parce qu'on va se raccorder à un endroit qui est contraint. Et ces endroits qui sont contraints, ça s'explique pour plein de raisons. On a parlé tout à l'heure de l'électrification des usages, la décarbonation. Il y a des zones en ce moment où ça pousse très très fort pour préempter de la capacité d'accueil, par exemple autour de Marseille, avec des data centers ou en Ile-de-France. Si on rajoute des batteries là-dedans, il ne va pas rester grand-chose. Et de la même manière, dans les zones où les ENR poussent, où il y a beaucoup de parcs éoliens, eh bien, voilà, on a un cadre en France qui donne la priorité aux ENR. Ça s'appelle les S3RENR, les schémas régionaux de raccordement des ENR. Eh bien, si une batterie veut aller se raccorder dans des postes S3RENR, il ne reste plus de place pour la batterie pour faire ce qu'elle a envie de faire, notamment se valoriser sur des marchés de réserve. Donc il y a une vraie équation économique que chaque porteur de projet doit résoudre, et c'est pas du tout évident. C'est si je me raccorde là où j'ai envie, mais à un endroit où la place est donnée prioritairement à des data centers ou à des parcs éoliens, moi je serai contraint. Et si je suis contraint, je vais avoir une perte d'opportunité sur les marchés. Et donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller à cet endroit-là? C'est vraiment la question qu'il faut se poser, et je fais le lien d'ailleurs, je lisais ce matin dans la presse que France Renouvelable a fait une proposition de loi de programmation dans lequel il y a un plan stockage. Et je notais avec beaucoup d'intérêt et vraiment beaucoup de bienveillance que France Renouvelable dit si on fait un plan stockage, il faut que ce soit pour des installations stockage d'une taille suffisante et à des endroits adaptés d'un point de vue stratégique. Donc voilà, je notais avec beaucoup d'intérêt que cette question de la géographie des installations de stockage était complètement intégrée dans la vision systémique de France Renouvelable, et je trouve ça très très important. Jean-François, sur cette dimension géographique du stockage? Géographique, mais aussi sur ce qui a été dit, et je rebondis, et ça va reprendre un petit peu ce que Hervé vient de dire de Enedis. Pour moi, le stockage, ce n'est pas une fin en soi. Le stockage, c'est une partie de la solution pour équilibrer le système. Donc, il ne faut pas faire un plan de croissance du stockage pour faire un plan de croissance, et on n'a pas besoin d'un business model pour atteindre 10 gigawatts de stockage si on ne sait pas quel service il va apporter au système. On est là pour produire l'électricité verte, c'est notre volonté chez Boralex et chez France Renouvelable en général. Et un des outils qui va nous permettre d'avoir un meilleur taux de pénétration des ENR et un prix de production plus bas, c'est certains outils qui vont nous permettre d'avoir une meilleure flexibilité. Donc moi je pense qu'il faut vraiment qu'on mette le stockage dans ce cadre-là.
Et du coup, quand il était dit, c'est aux opérateurs de trouver les bons mécanismes de rémunération, on ne peut pas le faire tout seul. Puisque la notion de priorisation, de comment on va faire le stacking de nos modes de rémunération, on ne peut pas le faire tout seul. On peut le faire qu'avec l'aide d'administration. Donc on compte sur vous à la Creux pour nous aider à le faire. Je pense qu'il y a des arbitrages à faire. Les arbitrages, ils sont apportés, je pense, par les gestionnaires du réseau, qui ont bien cette visibilité. Et là, on va tous être... on parlait de gagnant-gagnant tout à l'heure. Le gagnant-gagnant, il ne peut pas se faire que si nous, opérateurs, tout seuls, on décrète que je mette un stockage à cet endroit juste parce que c'est dans mon business model. Ça ne marche pas, ça. Enfin, moi, j'ai conscience de ça et je n'ai pas l'impression que je puisse régler cette équation tout seul. Donc, encore une fois, j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans ce dialogue, et puis avec l'aide de France Renouvelable, bien évidemment, qui nous accueille sur ce plateau. Peut-être juste une dernière question, parce que je vois qu'on arrive au bout du temps. Vous parliez de visibilité, et notamment sur les questions de stockage. Les énergéticiens sont habitués aux appels d'offres qui offrent une forme d'assurance sur les rémunérations du stockage. Peut-être une question pour vous, Thomas Goulet. Est-ce qu'on peut espérer un jour imaginer des appels d'offres pour la partie stockage pilotés par la Creux? Alors c'est pas la Creux, malheureusement, j'ai pas de réponse. Déjà c'est pas la Creux qui décide s'il y a une volonté de soutien public du stockage. Voilà, donc j'ai pas de réponse. Nous, en tant que régulateur de l'énergie, on fait en sorte que les marchés soient ouverts, que le stockage puisse être rémunéré en fonction, en concurrence avec les autres technologies, qu'il aille là où c'est le plus intéressant pour lui et donc le plus intéressant pour le système. On fait en sorte aussi, parler de stacking, etc. C'est vrai que le stockage est un acteur nouveau, donc nous, comme on approuve les règles de tous ces dispositifs, on essaye de voir avec RTE comment c'est possible de cumuler plusieurs dispositifs et de faire en sorte que même si un acteur s'est engagé auprès d'un gestionnaire de réseau à pouvoir sécréter quand il en a besoin à rendre des services au réseau, il peut aussi faire des services systèmes, faire du réglage primaire ou du réglage secondaire dans certaines conditions. Donc nous, on regarde vraiment, on fait vraiment en sorte que le stockage puisse rendre le maximum de services possibles. Mais après, j'ai pas du tout de réponse. Désolé, j'ai pas du tout de réponse sur le soutien public. C'est pas notre rôle, parce que nous, on va orchestrer. Je sais pas s'il y a ça pourrait passer par la Creux, donc avec des appels d'offres qui pourraient être instruits par la Creux, mais c'est pas du tout notre rôle de décider. Voilà, c'est une décision politique et il n'y a pas de réponse autour de cette table. Il n'y a personne autour de cette table ronde pour y répondre. Oui, moi je vais apporter mon complément de réponse. Nous, on a fait des investissements déjà dans le stockage, mais je parle il y a des dizaines d'années dans les steppes qu'on peut avoir, notamment en Suisse, qui participent à l'équilibre du réseau, aujourd'hui également en France. Il n'y avait pas de subvention, on s'est engagé dans ces systèmes-là. Et donc là, on sent que notre ADN reprend le dessus et on va avoir une politique très volontariste d'investissement dans les batteries de grande taille. On considère qu'on ne peut pas s'en passer aujourd'hui tant que la consommation n'est pas élastique, c'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à faire augmenter la consommation d'un industriel, par exemple, sur des événements de prix. Donc ça prendra quelques années, il va falloir que l'électrification des usages avance. Et donc en attendant, on ne va pas pouvoir se passer des batteries. Donc là, nous, on a une politique volontariste d'investissement dans les batteries de grande taille, donc plusieurs, jusqu'à 100 MW. Et on va proposer aussi nos services pour ceux qui voudraient investir, pour avoir une certaine visibilité sur les revenus et pouvoir financer leurs activités. Donc ça, on considère que c'est notre travail en tant qu'intermédiaire de marché, producteur et industriel, de pouvoir proposer ce type de contrat aux gens qui voudraient investir dans le stockage, sans qu'il y ait besoin toujours d'aller demander des subventions ou des... Voilà. Très bien, écoutez, merci. Vous avez été très bavard, donc malheureusement, on ne va pas avoir le temps de proposer des questions de la salle, mais néanmoins, je sais que vous êtes sur le salon, donc n'hésitez pas à aller voir les intervenants si vous avez des questions dans les couloirs. En conclusion, moi, je vais dire, je retiens 2 points fondamentaux. Le premier, c'est que les énergies renouvelables sont pilotables, mais il faut qu'elles soient beaucoup plus pilotées.
et qu'elles sont prévisibles, mais il faut qu'elles soient beaucoup plus programmées. Il y a beaucoup de valeur qui est cachée derrière ça, qu'il faut aller chercher. Et puis on a une forme de consensus, on y gagnera tous. Donc cassons les silos et on arrivera ensemble à faire progresser la stabilité et la pilotabilité du système. Voilà, merci à toutes et tous. Merci pour votre écoute. Et merci à nos intervenants.